Salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver et j'espère évidemment que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui c'est le débrief du match, on est centré à fond sur ce match amical entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich, défaite de Nogon 2-1, au terme d'un match qui, il faut le dire, est un match sérieux, une copie très sérieuse, même si le score est négatif, on s'en fout un petit peu, c'est anecdotique, c'est carrément secondaire. Le principal est ailleurs. Le principal, c'est que l'OL, dans ses matchs de préparation de pré-saison, insiste sur quelques principes de jeu qui sont propres à Paulo Fonseca et qui forment comme un fil conducteur que nos joueurs déroulent au fil des matchs. Ça, j'aime bien et on en reparlera juste après en détail. Avant de commencer, les amis, c'est l'instant promotionnel. Je n'aime pas trop le faire, mais il faut le faire. C'est comme ça, c'est YouTube qui le demande. Si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce. Ça prend une demi-seconde, c'est gratuit, c'est rapide. Pensez à me dire maintenant en commentaire quels sont vos différents tops et flops du match. Et si vraiment vous aimez le contenu et que vous ne voulez rien manquer sur le 11 lyonnais, pensez à vous abonner et enfin activer la cloche. Et j'y pense aussi, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi booster la vidéo en dessous à côté de l'espace commentaire. Merci beaucoup les amis. Les 3 dernières causeries sont toutes, écoutez bien, sont toutes les 3 top 100 des vidéos les plus boostées en France. C'est de la folie. Allez, c'est parti pour le débrief. On commence en expliquant, en revenant sur la composition de départ de l'OL sous Paulo Fonseca, le fameux 4-2-3-1 que le coach portugais aime tant. Avec au cage Rémi Descamps, 4 derrière qui sont Abner dans l'axe, Nakate plus Mata et à droite Koumbedi. Un trio dans le cœur du jeu qui était Tesman, Tolisso et un peu plus haut Ralis Mera, le petit Gon, le jeune Gon qui fait encore une fois un match plutôt convaincant. Et devant un trio Afonso Moreira, en pointe Mikotadze et à droite, comme faux ailier théorique à droite, Ainsley Maitland-Niles. Alors que dire, que retenir de ce match dans la globalité avant de passer après à une séquence plus tactique. Dans l'ensemble, dans l'histoire du match, on peut retenir que l'OL est en 4-2-3-1 sans ballon. Mais, parce qu'il y a un mais très important qui explique en partie ce qui a bien et moins bien marché pour l'OL. Avec ballon, on était plus, non pas en 4-2-3-1, mais dans une forme de 4-4-2 losange, avec Maitland-Niles qui se réinsérait dans le cœur du jeu et devenait une forme de box-to-box de 8 qui faisait la relation entre la défense et l'attaque. En fait, Maitland-Niles, et c'est en ça que je m'oppose vraiment à son départ de l'OL, il a un profil qui est tactiquement tellement intéressant. Alors oui, il n'a pas tout réussi aujourd'hui, oui, il a eu 3-4 phases de trous d'air qui le caractérisent tant malheureusement. Ce n'est pas un joueur parfait, sinon il serait à Liverpool ou au Chelsea et pas à l'OL, mais ça reste un joueur extrêmement intelligent tactiquement. Parce que il a la faculté à comprendre au fil du match qu'il est théoriquement à droite, mais qu'il peut se réinsérer dans l'axe, créer du surnombre et en fait foutre le bordel. C'est ça la mission number 1 de Maitland-Niles, c'est tactiquement foutre le bordel dans l'équipe adverse. Parce qu'il est pratiquement insaisissable. Il est à la fois ailier droit, piston droit, latéral droit, deuxième 6, relayeur, il se projette, il va manger l'espace, il fait un peu tout. Ça, c'est positif. J'aime bien ce côté brouilleur de piste de Maitland-Niles. Alors, c'est pas tout dans le match, mais ce point-là, tactique, il explique en partie pourquoi l'OL a bien marché parfois et pourquoi on a aussi fait quelques petites erreurs. Au rang desquelles, number 1, une erreur qui m'a un petit peu déplu, c'est que nos approches offensives étaient un petit peu déséquilibrées. On a beaucoup, je trouve un peu trop, insisté sur le côté gauche de Moreira et pas assez à droite. En fait, Moreira était constamment dispo pour attaquer, pour manger l'espace. Mais à droite, c'était un petit peu un no man's land. Ce qui fait que trop souvent, Koumbedi n'avait quasiment aucune solution à droite. Et ça manquait vraiment de verticalité sur le côté droit. Ce qui fait aussi que, par séquence, ça a poussé Mikotadze à se dézoner, à prendre le demi-espace droit et lui, attaquer l'espace. C'est un petit peu le revers de la médaille quand tu as Maitland-Niles qui doit en théorie être à droite mais qui vient se réaxer pour créer un surnombre, un carré dans le cœur du jeu, et bien à droite, réciproquement, tu manques de profondeur. C'est comme ça, c'est sûrement un choix du coach et du staff que je peux comprendre d'ailleurs, mais il pose quelques limites tactiques, en tout cas dans ce match-là. Alors, ce qu'on peut retenir aussi dans l'ensemble du match, c'est que l'OL poursuit son fil conducteur qu'il déroule. L'OL est structuré en 4-2-3-1 sans ballon pour que dans l'optique de ce schéma de jeu, les deux devant, le numéro 10 et le 9, en l'occurrence Ralis Mera plus Mikotadze, tous les deux puissent organiser, puissent initier un pressing de qualité pour gêner, vraiment pour gêner la relance des deux centraux munichois.
Le but, il est simple, c'est qu'on ait deux joueurs qui continuellement vont venir fixer les centraux, les obligeant soit à prendre un très gros risque à la relance, soit à écarter le jeu. Et là, quand ils vont écarter sur les côtés, sur les latéraux gauche et droite, le but, c'est d'aller presser pour fermer les angles de passe. C'est un point de vue qui est intéressant tactiquement, moi j'aime bien. Et là encore, on l'a plutôt bien fait, avec un Rallis Mera qui a décidément un très gros volume de jeu. Il est surprenant. Il est comme ça, il est épais comme un fil, comme un cure-dent. Mais franchement, quand il n'a pas le ballon, il fait les efforts. Il est extrêmement généreux, beaucoup de courses, d'agressivité positive. Moi, j'aime beaucoup ce gamin. Il est vraiment bluffant. Et en plus, il fait un bon match avec une passe D. Ça, c'est sans ballon. Avec ballon, une forme de 4-4-2 losange, à peu de choses près. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est grosso modo l'idée. Et surtout, on a revu ce principe que j'aime bien, que je vais après expliquer un peu plus avec des images à l'appui, c'est la prise de risque sous pression. Ça fait du bien de voir ça. Un Noël qui assume clairement la prise de risque, qui en gros, on a en bloc bas Rémi Descamps, il temporise, il recule, il met le pied sur le ballon, et en faisant ça, il faisait littéralement comprendre à tous les offensifs du Bayern Munich, Harry Kane ou encore Lienhard Karl, qui est un très très bon jeune de 17 ans, d'ailleurs celui-là, il faut le surveiller, il leur faisait comprendre que plus ils allaient presser, plus ils se feraient aspirer et plus ils créeraient dans leur dos de l'espace pour, sur une passe verticale, initier le mouvement. Ça, on l'a aussi très bien fait par séquence. À d'autres moments, un peu moins bien, c'est vrai aussi, mais ça s'explique aussi par la qualité du Bayern Munich, qui n'est ni Hambourg ni Majorque. On a affaire à une équipe qui a beaucoup plus de volume de jeu, plus de puissance, plus d'agressivité, et qui est dans le jeu beaucoup plus ambitieuse que Hambourg et Majorque. C'est normal. Quand tu as en face Harry Kane, Lienhard Karl, en seconde mi-temps avec Olysée, Gnabry et d'autres Coman ou d'autres que j'oublie, voilà, c'est du matos qui, pour nous, est de très grande qualité. C'est compliqué d'initier des relances sous pression face à un bloc munichois qui vient t'agresser et te harceler. On a essayé de le faire, mais c'était vraiment difficile, voire parfois impossible, parce qu'en fait, on s'est mangé un gros pressing. Munich était en bloc plutôt haut et venait, dès la perte du ballon, harceler. C'était bien fait de leur part. Ce qui fait que sur 2-3 séquences de jeu, eh bien, on veut sortir proprement les ballons sous pression, c'est bien. On prend beaucoup de risques, ça c'est parfois un petit peu limite, c'est sur la pente raide. Et on n'est pas à ça de se faire punir. Mais c'est un petit peu le revers de la médaille. Quand tu veux jouer sous pression et prendre des risques à la relance, c'est pas non plus étonnant et déconnant que tu t'exposes à des séquences de jeu où tu peux prendre une transition attaque-défense. C'est pas impossible. Donc ça, il faut l'avoir en tête et, je pense, l'assumer. C'est l'un des principes de jeu, l'un des fils conducteurs des matchs amicaux de l'OL depuis maintenant quelques temps. Donc, durant 45 minutes, un OL qui est sérieux, même très sérieux, appliqué, discipliné, 4-2-3-1, chacun sait ce qu'il a à faire, qui prend qui presse qui et comment, à quel moment, très bien. Et moi, ce qui m'a encore plus plu, c'est le fait que l'OL, malgré la qualité de ce qu'il y avait en face, le Bayern Munich, qui n'est pas Hambourg et Majorque, malgré ça, l'OL est venu sur le terrain en voulant proposer son plan de jeu. Ça me plaît beaucoup. Il y a eu des matchs en passé où j'ai un peu reproché, même carrément à Fonseca, d'être un petit peu poule mouillée, où en gros, parfois, il voulait s'adapter à ce qu'il y avait en face. Là, que nenni. L'OL a joué sa partition. Alors, pas tout le temps réussi, c'est vrai, c'est normal, c'est en face le Bayern Munich, mais malgré tout, dans l'intention de jouer, l'OL est venu en proposant ce qu'il voulait faire. Moi, j'ai vraiment aimé le fait que l'OL assume ce qu'il voulait faire, sans peur ni crainte, sans vouloir se calquer et reproduire, s'adapter à ce que faisait le Bayern Munich. Bon, et puis en seconde mi-temps, c'est quand même plus difficile, il faut se le dire, sans se mentir. Munich monte largement le curseur intensité, agressivité, il joue plus haut, c'est plus rapide, plus intense, donc là, on a un peu plus de mal, c'est normal. Et pour nous, il y a, je pense, un creux physique aux environs de la 55e minute. En fait, si on prend le momentum du match en 6 x 15 minutes, je pense que l'entame de match, c'est statu quo entre l'OL et le Bayern Munich. Après, c'est vraiment équilibré aussi, c'est un quart temps pour l'un et pour l'autre. Et en seconde mi-temps, clairement, l'entame de la seconde mi-temps, elle est vraiment à 100% pour Munich, qui met plus de rythme, intensité, agressivité, et là, les buts arrivent. En fait, en 15 minutes de jeu, l'OL perd le match. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a eu 2 buts coup sur coup. Alors en plus, 2 buts qui sont, logiquement, s'il y avait eu la VAR, qui aurait dû être annulés.
l'un pour hors-jeu, l'autre pour une faute sur un de nos Lyonnais. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que sur 15 minutes, l'OL a eu des phases de déconnexion. Et ça peut être à la fois physique, et ça rappelle aussi que l'an passé, il y a eu tellement de matchs où j'ai pu déplorer les phases de trou d'air de l'OL, et là, on l'a un petit peu vu. Contre Hambourg et Majorque, pas du tout, ou presque pas, à part une ou deux fois dans mon souvenir. Mais là, vraiment, on les a revus, c'est pas non plus déconnant et étonnant. En face, il y a de la qualité, Harry Kane, Gnabry, Olysée, Coman. Oui, dans du 1 contre 1, il te pousse tôt ou tard à faire une erreur, c'est normal. Mais là, il y a des petites séquences de jeu où je me suis dit, bon, c'est un peu laxiste, c'est un peu attentiste, c'est un peu déconcentré, c'est un manque d'agressivité. Typiquement, Maitland-Niles qui fait un match très moyen, sans ballon, c'est pas loin d'être catastrophique. Et sur le deuxième but de Michael Olysée, on voit clairement qu'il y a un manque d'agressivité, c'est frappant, je fais un arrêt sur image pour vous l'illustrer, là maintenant pour être très factuel. Alors je n'incrimine personne, je ne dis pas que l'un ou l'autre est fautif, mais on voit vraiment avec un arrêt sur image qu'il y a un manque d'agressivité, et on a affaire encore une fois à un trou d'air, une phase de déconnexion mentale, où quelques joueurs, même l'équipe, sont moins agressifs, moins présents, laissent plus de temps pour bouger à l'adversaire, pour lever les yeux et prendre le temps de passer ou frapper. Là, c'est évident, c'est frappant. Prenez l'action, je fais un arrêt sur image. Déjà, à la perte de balle, on a un temps de retard qui est assez conséquent. Tessman met beaucoup de temps à réagir, il est trop lent, beaucoup trop lent. Ses collègues du milieu de terrain, pareil, sont beaucoup trop lents pour revenir et casser l'action. Et le pire du pire, c'est que dans l'axe, on a Michael Olysée qui est tout seul, parce que ni Abner ni Niakhaté ne le prennent, et donc il a tout le temps pour prendre le ballon, avancer, frapper du gauche. C'est pas possible. Ça montre bien que, défensivement, il y a du mieux sur les matchs de préparation, c'est vrai, mais ça reste quand même sacrément perfectible. Vraiment, il y a plein de points à améliorer. Là encore, très clairement, en termes d'agressivité, de détermination, de concentration, il y a des manques que l'OL doit impérativement combler. Sinon, attention aux désillusions, c'est clair et net. Il y a eu tellement de matchs où on a pu pleurer en disant l'an passé que l'OL n'était pas assez agressif, n'était pas assez concentré. Si on recommence comme ça, en laissant aux équipes peut-être 2-3 phases de jeu où ils ont tout le temps pour lever les yeux, prendre le ballon, distiller une passe ou une frappe, ça va être difficile. Donc attention à ça, il faut impérativement être plus consciencieux et rigoureux défensivement. Et en fin de match, il y a ce but d'Alejandro Gomez qui vient réduire la marque pour l'OL, 2-1, bien trouvé dans l'espace par Rallis Mera, une très belle passe bien sentie, vraiment une très très belle passe décisive pour le jeune lyonnais. Donc le but d'Alejandro Gomez qui est bien en jambes, qui accélère, qui prend l'espace, qui frappe du droit en se jetant un petit peu au sol. Un but qui montre bien que oui, l'OL a pu par moment, par séquence de jeu, faire mal aux Munichois en transition rapide. C'était vraiment un point, l'un des grands axes positif du match. Donc une très belle action qui montre bien que par séquence de jeu, alors peut-être pas assez à mon goût, mais quand même, l'OL a su faire mal aux Munichois en transition rapide. Ça, c'est quand même l'un des axes de progression assez évident pour l'OL depuis quelques temps. On l'a vu avec Hambourg, Majorque et le Bayern de Munich. À chaque fois, sur les 3 matchs, l'OL a su piquer en transition et faire mal. Point vraiment positif. Maintenant, venons-en au plus négatif. Flemme de revivre des matchs où en transition, on se fait fouetter. Parce que là, contre Munich, à gauche, Abner a pris le bouillon. Beaucoup trop. Tessman en transition a pris le bouillon beaucoup trop. Quand il perdait le ballon, sans ballon, il était en extrême difficulté, en PLS. Et ça, franchement, ça pose question. Il n'y a pas 10 000 solutions. J'en vois 2. Soit on parvient à instaurer un marquage préventif de plus grande qualité, c'est possible. Tactiquement, ça se travaille. Ou alors, il faudrait un profil de joueur qui va réussir à lui seul ou presque à rééquilibrer ça et faire en sorte que, en transition attaque-défense, on ne soit plus autant soumis à la tempête. Alors, est-ce que Tyler Morton de Liverpool peut être ce profil-là? C'est possible, je l'espère. Il va signer chez nous pour environ, je crois, 10 millions plus 5 de bonus. En tout cas, il faut impérativement trouver une solution. Sinon, attention aux déconvenus et attention aux crises de nerfs. Voilà en gros les gars ce que je voulais vous dire. Sur ce, eh bien, portez-vous bien. Et notez bien que demain sortira la vidéo sur Pavel Schulz. On dit bien Schulz et pas Schulk. Quelqu'un m'a dit en commentaire, Mika, en tchèque on dit Schulz et pas Schulk. Donc j'ai retenu, on dit Pavel Schulz. Rendez-vous demain les amis pour ça. Et donc d'ici là, portez-vous bien et allez l'OL plus que jamais. Ciao ciao.